En fait, je déteste mourir avec les idées des autres. C'est-à-dire que je trouve que c'est stupide. Je préfère mourir avec mes propres idées, et ça m'est arrivé 20 fois de me planter, plein de fois. Mais je préfère me planter moi et me dire putain, t'es planté, t'as pas compris ce que les gens voulaient, tu vois, ou t'as pas compris le truc. Et comme ça, je comprends mieux que si tu fais le truc, on te dit ah non mais faites ça, ce sera mieux et tout. Et puis tu le fais, puis ça marche pas et t'es pas content et tu sais pas pourquoi. Tu dis j'aurais dû faire un truc. Donc moi, je veux pas de regrets dans ma life. J'ai pas de regrets. Je sais pas ce que c'est que le mot regret. Justement à cause de ça, j'apprends. Donc c'est pas un regret quand t'apprends. Je suis désolé, j'ai perdu tous mes sous 2 fois dans ma vie. J'ai fini interdit bancaire 2 fois. Mais voilà, c'est pas grave. Ça arrive. Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une figure du PAF. Touche à tout hyperactif, le grand public le connaît principalement comme animateur de télévision, passé notamment par Canal+, M6 et France Télé. Il est également journaliste, metteur en scène et entrepreneur passionné qui a su allier sa créativité à son sens des affaires. Je reçois aujourd'hui Alex Good. Salut Alex. Salut, bonjour Jordan, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Bah ça va, écoute Mike, tu manquais pas d'air Jordan, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre Exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Cadavre Exquis ? C'est ça. Le titre c'est Cadavre Exquis. C'est genre on est mort quoi déjà. C'est pour ça que t'as des gens qui font les travaux pour préparer le cercueil à côté ? Tu sais, c'est le jeu inventé par les surréalistes où tu commences au début d'une phrase, tu passes la feuille à ton voisin et complète. Ah oui, c'est ça, d'accord, oui. Et pour moi, c'était une métaphore pour illustrer le parcours de mes invités qui a plusieurs aspects, surtout le tien en plus. Oui, le mien, oui, t'es pas sorti de l'auberge espagnole comme dirait l'autre, c'est pas... écoute, c'est pas simple. Je vais tenter de relever le défi. On va parler de ta casquette de comédien, d'entrepreneur, d'animateur. Je vais essayer de faire ça bien en un peu moins d'1 heure. Alors, je procède de la même façon avec tous mes invités. Tout simplement pour planter le décor, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi. Alors je suis né, écoute, à Neuilly-sur-Seine, tout près de Paris, il y a maintenant des millénaires, c'était le 13 août 1975, tu vois, je suis plus tout jeune, même si j'ai l'air, j'espère, assez jeune. Et j'ai grandi du coup à Neuilly en période scolaire et au Sable d'Olonne, en Vendée, dès qu'on était en vacances, puisqu'on avait la maison de famille qui était au Sable d'Olonne, donc on était en vacances au Sable d'Olonne, enfin, dès qu'il n'y avait pas de jour d'école, j'étais au Sable d'Olonne, quoi, voilà. Pas de la flagornerie, mais tu t'entretiens, t'es un peu le Benjamin Button de la télé, quoi. Enfin, écoute, n'exagérons pas, je te remercie, mais je ne fais rien pourtant, pas de botox, pas de trucs comme ça, je déteste ça, donc voilà, mais voilà, je suis là. Pour rester un peu au début de ton existence, ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit à l'époque ? Mon père était directeur de la communication d'une immense boîte qui s'appelait Ron Poulain, qui est d'une Sanofi après, et ma mère était dessinatrice et maquettiste, et à l'époque on avait besoin de ça, tu sais, elle faisait les événements pour Ron Poulain justement, ils sont rentrés au travail mes parents, et elle dessinait plein de choses pour plein de pubs, celle qui avait fait la blonde à croquer Flodor par exemple. Et est-ce que la culture et le divertissement étaient présents chez toi déjà dès l'enfance ? Est-ce qu'il y avait dans ma famille allumée, pas du tout. Dans ma famille, pas du tout. C'était pas du tout une famille d'artistes. Enfin, si, ma mère est dessinatrice. Mais je veux dire, c'est pas une famille de saltimbanques. Et donc, mais c'est moi, très jeune, je faisais des spectacles de magie, j'avais 3 ans. Tous les dimanches, on avait dans ma maison, dans mon appartement, une espèce de petit podium sur lequel tous les dimanches, je leur faisais un show dès que j'avais 3 ans. Donc, j'ai toujours eu ce truc de me dire, je vais amuser les gens, je vais faire rire les gens, ou je vais les faire pleurer quand je suis nul. Mais voilà, j'ai toujours eu ça. Donc, c'est moi qui, pour le coup, après, mon père était un peu un showman, tu vois, directeur de la communication, était très drôle et tout, avant de vriller dans un moment où il était beaucoup moins drôle, mais peut-être que c'est lui qui m'a transmis ça, j'en sais rien, mais voilà. Très tôt, je suis venu vers faut que j'amuse les gens. Est-ce que les disques de tes parents, Claude François, Michel Sardou, Francis Cabrel, ça t'a inspiré pour tes spectacles ? Beaucoup. Si on ramène au poste, tu verras qu'il y a du Claude François et du Michel Sardou. Il n'y a pas de Francis, mais il y a du Claude François et du Michel Sardou. Non, mais c'est toujours des trucs que j'écoute en plus aujourd'hui, tu vois, dans ma playlist Spotify. Il y a des chansons obscures de Michel Sardou, Claude François et de Francis Cabrel que personne ne connaît sauf moi, que je connais par cœur en plus, et que j'écoute toujours. Mais oui, non, c'est sûr que c'était vraiment l'ambiance. Pour le coup, on écoutait vraiment que ça. Et Michael Jackson qui t'a matrixé très tôt, je crois. Alors ça, Michael, c'est venu après. C'est venu bizarrement assez tard, Michael, puisque si tu veux, c'est venu à l'époque de Dangerous, pas l'époque de Bad qui était 88 où j'avais déjà 13 ans. J'aimais pas Bad, et d'ailleurs Michael Jackson non plus n'aimait pas Bad, c'était très amusant d'ailleurs, mais j'aimais pas Bad, et en fait j'ai quand même commencé un petit peu avec ça, à revenir Thriller et tout, mais c'est surtout vers 91 que j'ai commencé à me dire tiens c'est bien, et d'un coup est arrivé Black or White et Dangerous, où là du coup je me suis dit ok, c'est mon idole absolue. J'ai commencé à tout changer, à m'habiller comme Michael Jackson, à transformer ma maison en maison de Michael Jackson, et à le suivre partout où qu'il soit, et pour le coup lui m'a marqué, et pour le coup lui tu le retrouves dans
tous mes spectacles, sans aucune exception, il y a toujours Michael Jackson quelque part dans n'importe lequel de mes shows. J'en ai fait beaucoup depuis des années, mais voilà, y compris dans Ménopause, tu verras, il y a Michael Jackson. Quand tu vas venir le voir, il est dans Ménopause. Et il paraît que tu as même des objets un peu collector de lui. Ah bah j'en ai plein des objets collector. Alors avant, j'avais que ça pour tout te dire. Ma maison était une maison Michael Jackson, maintenant c'est une maison Marvel et jeux vidéo, parce malheureusement Michael est décédé, il nous a quittés il y a 15 ans, maintenant ça fait beaucoup de temps. Mais... Il paraît que tu as un Batman dans ton entrée. Alors ça, je l'ai plus, mais j'ai eu un Batman géant qui était pas dans mon entrée, qui était dans ma chambre, ce qui avait le don de faire peur à tous mes mecs, parce que se réveillait au milieu de la nuit, et tu voyais Batman en énorme, et j'avais un lapin crétin dans mon salon que j'ai plus. Aujourd'hui j'ai un Spider-Man qui est suspendu au plafond. C'est pareil, ça fait flipper les gens la nuit, tu sais, ils oublient quand tu te réveilles, quand tu prends les escaliers, puis que t'as Spider-Man, que tu ta tête, d'un coup les gens hurlent, donc ça me réveille moi. Mais voilà, mais oui, j'ai toujours eu des gros trucs comme ça, des grosses figurines, et j'ai encore quelques trucs collecteurs de Michael qui sont dans des tiroirs à Las Vegas, qui valent un peu de sous, j'imagine, mais bon, tu sais, je les garde pour pas avoir sentimental, parce que ça a beaucoup marqué ma vie, et je pense que c'est lui plus que personne qui m'a donné envie de faire des spectacles. D'ailleurs, mon rêve était de le mettre en scène. Bon, bah on n'a pas pu, puisque évidemment, je sais pas si ce sera arrivé, mais en tout cas, il est plus là. Mais voilà, les spectacles grandioses et tout ça. M'ont inspiré beaucoup de choses que j'aime faire aujourd'hui. Tu parlais de Spider-Man, j'ai fini le Miles Morales sur PS5 il n'y a pas si longtemps. Ouais, tu l'as platiné ou pas ? Non, je suis pas. J'ai platiné, tu vois, voilà, on n'est pas de la même valeur. Je suis pas trop pour le concept. Platiné, pour ceux qui ne savent pas, c'est on finit les jeux à 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'on cherche tous les trucs qu'il faut trouver. En l'occurrence, dans Miles Morales, il y en a pas mal. Et ça, je l'ai fait une fois avec Red Dead Redemption. Au bout d'une centaine d'heures, j'étais en train de cueillir des fleurs. J'ai dit stop, non, Red Dead, c'est trop bien. C'est comme Zelda, si tu veux le faire à 100%. Et je voulais parler des jeux vidéo à travers Spider-Man. Pour le coup, là, t'es tombé vraiment très tôt dans le jeu vidéo. Très tôt, j'avais 6 ans. Avec une Sinclair ZX Spectrum. Ça, c'était exactement, tu es bien renseigné, c'était mon premier ordinateur. Pour le coup, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à programmer et tout ça. J'ai toujours très peu dormi. Donc la nuit, pendant que mes parents dormaient, tu sais, je mettais des serviettes sous l'entrebâillement de la porte pour pas qu'ils voient. Je mettais le son à 0, parce qu'à l'époque, j'avais pas de casque et tout ça. Et je jouais toute la nuit. J'ai toujours beaucoup joué. Si tu écoutes aujourd'hui, les gens... à 6 ans, je vais faire 15 heures d'écran par jour, donc les gens deviendraient fous, tu vois. Je disais ça, mais je ne pense pas que ça fait de moi un fou, je ne pense pas que ça fait de moi un raté. Je pense qu'au contraire, ça a développé beaucoup de choses chez moi, en dehors des trucs classiques, réflexes visuels et compagnie, parce qu'après, je suis devenu pro de foot et de voiture, donc je pense que le jeu m'a beaucoup aidé pour ça, jeu vidéo, mais ça développe quand même ton imaginaire. C'est aujourd'hui une forme d'art à part entière, l'art vidéoludique, tu es avec des gens extrêmement talentueux, au même titre que des réalisateurs de cinéma ou des auteurs de bouquins, où ils ont des visions qui peuvent aussi t'imprégner, t'inspirer et t'amener faire quelque chose quand tu grandis. Donc voilà, je suis pas anti-jeux vidéo, mon fils joue beaucoup aux jeux vidéo d'ailleurs, avec moi souvent, mais voilà. Et tes parents ont toujours toléré parce que tu ramenais des bonnes notes? Ouais, ils savaient pas. Alors j'avais toujours eu des très très bonnes notes, donc ça a jamais posé un problème, mais la plupart du temps, ils savaient pas. Souvent, tu vois, par exemple, je me rappelle très bien quand il y a eu la Game Boy qui est arrivée, j'étais dans le lit avec une lampe torche, sous la couette, et puis dès que j'entendais quelque chose, tu sais, hop, j'étais à la lampe torche, et puis je me remettais à jouer. Donc ouais, non, aux États-Unis, ils appellent ça un snake in the grass. J'étais un peu un petit malin qui jouait dès qu'il pouvait. Je faisais pareil. De rien, j'ai connu la Game Boy Frigo. Ah oui, donc t'es pas tout jeune non plus. Contrairement à Gigi, ton chat qui est magnifique, que les gens peuvent pas voir, mais qui est très très beau. T'es engagé auprès des animaux d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Toujours. En fait, je suis engagé auprès de tout. En fait, quand on me demande, alors faut que la cause me touche, tu vois. Bon, souvent on te demande quand même, tu vois, quand je suis parrain du refuge avec les enfants LGBTQIA+, qui sont virés de chez eux, ou quand la SPA me demande à faire un truc, ou quand les enfants me demandent à faire quelque chose. Si je suis à Paris, ce qui m'arrive pas toujours non plus, je dis oui et je le fais. Donc oui, les animaux, c'est hyper important pour moi. Ma copine Sarah Mortensen, qui est une de mes meilleures amies, qui est aussi immense pour les animaux, on se rejoint là-dessus et on essaie de faire le maximum de ce qu'on peut. Je vais parler d'un moment pas très joyeux de ton parcours. C'est un accident lourd que tu as eu à l'âge de 11 ans. Ouais, mais bon, mais en fait, encore une fois, c'est toujours pareil. Que ce soit pas drôle ou machin, on est façonné par tout ce qui nous arrive. Donc, quand j'ai eu cet accident où d'un coup j'avais une tête de Quasimodo, pour résumer, j'avais plus de nez en tout cas et tout était pété sur mon visage, ce qui a demandé après plusieurs opérations pour que je revienne dans l'état que tu as aujourd'hui en face de toi. Oui, c'est toujours un peu marquant, mais du coup, c'est à cause de ça que je me suis mis au foot pour me faire des copains, parce que j'avais plus de copains. Parce que t'avais été isolé socialement et tu voulais... Ouais, isolé socialement, c'est pareil. Aujourd'hui, on met plein de grands mots, tu sais, le harcèlement, le machin. J'ai pas eu ces sensations-là, moi, à l'époque. C'est juste que, de toute façon, j'étais déjà assez solitaire parce que je passais toujours beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Mais c'est juste que là, c'était plus le regard des autres enfants. Tu sais, entre enfants, évidemment, t'en as un qui a un truc sur le nez, qui est pas très beau, un bandage, un machin, un nez déformé. Tête défaite, oui, tu prends un peu cher. Mais du coup, je me suis dit, je vais me mettre au foot. Et je suis devenu extrêmement fort au foot. Je pense grâce à ça, tu vois. Donc, et c'est pareil, ça a fait une partie de ma vie. Et je pense que avec le foot, j'ai appris plein de choses. Et sport collectif, ça t'apprend plein de choses. L'humilité, l'entraide, le dépassement de soi. La tolérance, et tout ça. Donc, je suis jamais dire tout est dur, tout est machin et tout ça. La vie d'artiste, si tu réfléchis, c'est un cauchemar, en fait.
C'est extrêmement dur. Les gens, ils voient pas. Ils pensent que c'est cool, que tu fais des films, des séries, des pièces, que ta vie, elle est géniale. Alors oui, déjà, moi, j'ai de la chance. Ça fait 25 ans que je vis ce métier. Il y en a beaucoup qui arrêtent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à continuer. Voilà, moi, j'ai de la chance, j'arrive à continuer. Mais c'est quand même une charge mentale terrible de jamais savoir ce que tu vas faire dans 3 mois, de devoir toujours te dire, attends, comment je gagne ma vie, qu'est-ce que je fais, what's next. Voilà, donc je pense que ça fait partie des choses que j'ai appris en battant pour devenir champion de foot à l'époque, et puis champion de voiture après. J'aime bien toujours être en tête de liste, quoi. Tu l'as dit, je suis bien renseigné, tu aurais quand même pu me confier que c'est Kickoff qui t'a fait te mettre au foot. Ah, mais Kickoff, j'étais très, très, très fort. Alors là, vraiment, tu t'adresses aux vieux, hein, parce que maintenant tout le monde est sur FIFA, enfin sur EA Sports FC 25, qui sort là dans quelques jours d'ailleurs, le 20 septembre, si vous achetez l'édition Ultimate chez Micromania, et le 27 septembre si vous allez en magasin. Mais oui, j'adorais Kickoff, j'étais fou de Kickoff, je jouais des heures et des heures, alors que c'était imbranlable. Hein. Si tu t'amuses aujourd'hui à rejouer à Kickoff, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Comment on pouvait jouer des heures? Je me rappelle, la manette, j'avais une manette Speed King, un truc qui se cassait toutes les 4 secondes, fallait en racheter une toutes les semaines, et tu jouais comme un fou avec ce truc. Non, c'était très drôle. Non, mais je te comprends, moi là, j'ai refait les Secret of Mana, etc. Donc on est sur une génération un peu plus. Ah oui, bah, c'est du jeu de rôle, c'est pas tout à fait pareil et tout ça. Mais c'est pas agréable, quoi. Enfin, Alors, pas agréable, oui et non, t'as toujours côté un petit peu old school, mais c'est vrai que, tu vois, là, par exemple, le nouveau Zelda qui sort, que moi j'ai déjà, le Zelda qui sort sur la Switch, là, où tu joues pour la première fois Zelda, d'ailleurs, et pas Link, qui est très old school parce que c'est de la 2D et tout ça. Franchement, ça reste un plaisir hallucinant, et celui-là est probablement le meilleur Zelda 2D qu'il y ait jamais eu, ce qui est beaucoup dire, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais voilà, je vous le conseille aussi. Echoes of Wisdom. Moi, Zelda, le temple de l'eau m'aura traumatisé à vie, je crois. Le temple de l'eau? Ocarina of Time. Ah, dans Ocarina of Time? Ah oui. Il fallait faire monter et descendre les niveaux? Il fallait tout faire. Mais ça, c'est pareil. Je vais te dire, quand j'ai refait le remake, tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est hyper facile. Je l'ai jamais refait depuis. Eh ben, refais-le, tu vas voir. C'est qu'en fait, on était jeunes. Ce niveau d'eau qui montait, qui descendait, que c'était pas hyper visible. En plus, à l'époque, c'était le premier Zelda 3D et tout ça. En fait, maintenant, avec l'expérience, quand tu joues, mais alors, ça te paraît tellement facile que tu dis, je comprends pas pourquoi je me rappelle que j'ai autant galéré sur ce truc. Tu vois, mais parce que, on vieillit, on s'améliore. On parlait tout à l'heure du foot, ça t'a quand même mené à Auxerre, sous l'impulsion de Thierry Roland, je crois. Exactement, c'est mon ami Thierry, malheureusement, qui nous a quittés. Et nous, on s'est retrouvés des années après. C'est Thierry qui m'a envoyé chez Giroud. Et quand j'ai retrouvé Thierry pour commenter les matchs sur M6, ce qui était très drôle, c'est qu'à l'époque, c'était mon vrai nom. C'était Alexandre Goudot. Mais quand je suis devenu un peu connu, j'ai changé de nom, je me suis appelé Alex Good. Et donc, on a dit à Thierry Roland, tu vas faire des matchs avec Alex Good. Il savait pas qui c'était. Et si tu veux, quand il m'a vu, il m'a reconnu tout de suite, ce qui était fou, parce qu'on s'était pas vu depuis 10 ans. Et même plus que 10 ans, je t'ai dit n'importe quoi, plus que 10 ans, et 15 ans. Et ça lui a fait un petit choc et tout. Il me dit, t'es pas devenu pro? Non, je me suis pété les croisés. mais du coup, j'ai quand même réussi à commenter les matchs sur le terrain avec Thierry, qui étaient des moments géniaux. J'ai juste failli l'empoisonner une fois, mais en l'amenant manger une pizza alors qu'il mangeait que des club sandwich. Et il a pas supporté la pizza, il était très malade pendant le match. Mais non, mais c'était un mec génial. Tu sais, tout le monde est là à dire, ah oui, mais c'était un beauf, homophobe, xénophobe et tout, mais pas du tout, en fait. C'est toujours pareil. C'est juste un mec qui aimait l'équipe de France au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, qui était effectivement, pour le coup, très chauvin. Mais tu vois, moi, j'étais homo, j'ai jamais eu le moins de problème. Et c'était quand même un puits de culture et un génie pour mettre l'ambiance. Mais les gens s'offusquent un peu pour rien. Je me souviens que aujourd'hui surtout. De 2 commentaires que tu avais fait à l'époque sur des matchs. Ce qui m'avait valu un gros problème. La tête de Turc, ça m'avait pas valu de problème parce que c'est contre Galatasaray. J'avais dit, fais attention aux têtes de Turc sur les corners. Bon, c'est fait à tout le monde. En revanche, je me rappelle que j'avais dit pour un joueur ivoirien dont je ne sais plus le nom, j'ai dit pour un ivoirien, il voit très bien le jeu. Alors là, je me suis pris des remarques, ouais, le raciste, le machin, tout ce que tu veux, de la Ligue défense de la Côte d'Ivoire qui me dit mais c'est inadmissible et tout, alors que c'est juste un jeu de mots, tu vois, ivoirien, il voit très bien. Voilà, ça les a rendus fous. Alors que Gigi s'invite à la table. Gigi, vous ne le voyez pas, c'est un chat tout noir avec le bout de la queue blanche qui renifle et une petite tache blanche sur sa tête. Et il renifle Alex Gourde. Je pense qu'il va être fan de l'Alex Gourde. Pour finir la parenthèse sport, tu t'es tourné dans les courses automobiles. Ouais. Formule Renault, c'est ça? J'ai pas. D'abord karting et puis après Formule Renault. Ce Formule Renault, il y a beaucoup de pilotes issus du karting, je crois. En fait, c'est le step habituel, c'est que tu commences sur le karting, après tu passes à la monoplace. Voilà, et j'ai dû arrêter puisque mes parents sont séparés, que si t'as pas d'argent dans le sport automobile en France aujourd'hui, c'est mission impossible. C'est déjà le cas il y a 30 ans, parce que je te parlais de ça, c'est il y a 30 ans. Mais le sport automobile, si t'as pas d'argent, dans notre pays, c'est extrêmement complexe. Il y a des pays où il existe des subventions et tout ça, mais nous, la France, faut que tu sois riche, quoi. Ce qui est un peu dommage, ça devient un sport élitiste, quoi. Je reviens sur les jeux vidéo. Tu as travaillé dans l'industrie des jeux vidéo, enfin dans la presse. Travaille toujours, tu sais. Dans le jeu vidéo, tu travailles toujours, ouais. Mais à son âge d'or, je veux dire. Vraiment, quand il n'y avait pas JVC. C'était l'époque incroyable. C'est que moi, je suis arrivé, j'avais 20 ans à l'époque, et on gagnait des sommes, mais tellement indécentes, parce qu'en fait, il n'y avait pas Internet.
Donc, nous, on vendait tous les mois un PlayStation Magazine avec un CD, avec des démos. C'est le seul moyen que les gens avaient d'avoir les démos. On vendait le magazine une fortune. C'était 60 francs à l'époque. Les magazines de jeux vidéo, et s'ils valent plus de 3 euros, ils se vendent plus. Donc, ils valent 3-4 euros les magazines aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins cher, beaucoup plus cher à l'époque. Et on était très peu, finalement, des journalistes reconnus dans ce métier. Moi, c'était facile parce que je venais en tant que pilote pro. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui fais les guides d'ailleurs de Gran Turismo 1 et 2. C'est moi qui fais les guides officiels à l'époque. Mais on gagnait des fortunes. C'était vraiment indécent. Donc, t'as 20 ans, tu te retrouvais gagner des dizaines de milliers de francs à l'époque. C'est comme si on gagnait vraiment beaucoup de milliers d'euros aujourd'hui. T'imagines, à 20 ans? C'était fou. C'était l'âge d'or. On avait des pages de presse. On était arrosés par les éditeurs parce qu'ils voulaient qu'on parle de leur jeu et qu'il y avait que la presse qui pouvait en parler. Donc, ils nous envoyaient partout. On allait à Tokyo, aux États-Unis, en Australie, voir les jeux se faire. J'ai connu une époque incroyable. Et je sais pas si c'est un coup de bol ou un coup de flair ou un truc, si tu veux. J'ai commencé le théâtre, j'avais 25 ans. Et il a fallu que j'abandonne tout ça pour pouvoir me consacrer vraiment à la comédie. Et je l'ai fait. Alors que je gagnais beaucoup d'argent, mais je me suis dit, c'est pas grave, écoute, je vais arrêter de gagner de l'argent, je vais me mettre au chômage. Et 3 ans après, Internet est arrivé, a tout pété. Et d'un seul coup, les journalistes de jeux vidéo qui gagnaient des milliers d'euros gagnaient plus que des dizaines d'euros. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Tu parlais de Tokyo, c'est là où tu as fait signer ta console par Miyamoto? Non, alors ça, là, j'ai eu plusieurs consoles signées par Shigeru, mais Shigeru Miyamoto, pour les gens qui nous suivent et qui savent pas, c'est le papa de... Alors, c'est un des papas modernes du jeu vidéo dans l'ensemble, mais c'est lui qui a fait Mario, qui a fait Donkey Kong, qui a fait Zelda, qui a fait F-Zero, qui a fait les Nintendogs, enfin, qui a fait plein de choses. Passer l'heure dessus, ouais. C'est un génie du jeu vidéo absolu, c'est une idole géniale, et voilà. Et souvent, oui, effectivement, il m'a signé mes consoles. En l'occurrence, vraiment, la fois il m'a signé la 3DS, la photo qui est sortie, qui existe sur Internet, c'est quand on a présenté la 3DS 3D, il était venu à Amsterdam, je crois, de mémoire, et on y est allé. Là, j'ai bon espoir de le revoir pour la Switch 2, puisque je peux pas dire quand, mais bientôt il y aura l'événement de lancement. Et donc on espère qu'il sera là. Tu l'as dit, tu as parlé du théâtre. Les gens ont tendance à l'oublier, mais ça a été un de tes premiers vrais métiers finalement. Non, mais si tu regardes la liste de mes métiers, je pense qu'il y a n'importe qui va faire un infarctus. Mais oui, c'est mon premier métier. Les gens connaissent moins ma vie théâtrale que ma vie télé, puisque la télé est venue me chercher au théâtre. Mais en fait, j'ai commencé par le théâtre en tant que comédien. Et après, je suis devenu animateur. Et pour le coup, il y a un moment de une logique économique. Animateur télé, tu gagnais beaucoup plus ta vie. C'est moins le cas maintenant, évidemment, parce qu'il y a moins de gens qui regardent la télé. On gagnait très bien notre vie, c'est pareil, c'est comme le jeu vidéo, tu vois, faut sentir les fluctuations et les mouvements. Et voilà, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais les gens m'ont retenu surtout pour la télé. Alors maintenant, comme je reviens à la comédie et tout ça, j'espère qu'ils vont revenir au théâtre et à la comédie, on va voir. Mais commencer une carrière quand on veut juste amener un pote se décoincer au théâtre? Oui, c'est exactement ça l'idée, c'est que moi je voulais pas du tout faire ça. C'était mon pote du jeu vidéo que j'ai voulu décoincer, et le professeur de l'école, Cyril Jarousseau, les cours Simon, a dit passez une scène parce que votre pote c'est un cas désespéré. Donc vous aussi faites une scène pour le soutenir. J'ai dit mais j'ai pas envie, moi j'ai pas besoin. Si, mais allez-y. Puis j'ai fait la scène, et tout le monde s'est levé, applaudi. Lui, il a dit, ça fait combien d'années que vous faites du théâtre? J'ai dit, ça fait 3 minutes 30. Il m'a dit, vous arrêtez tout, c'est votre métier. J'ai dit, je vais pas arrêter parce que justement, je gagne très bien ma vie. Et puis, il m'a appelé tous les jours, en disant, c'est votre futur, venez faire ça, vous allez être énorme et tout ça. Et à un moment donné, je l'ai cru. Et ils avaient l'air tellement motivés que j'ai cru et j'y suis allé. Voilà. Texte de Desproges. Exactement, c'était un texte de Pierre Desproges. Que j'adore, hein, qui pourrait pas exister aujourd'hui, le pauvre, hein, vu le monde dans lequel on vit, où tu peux plus faire une vanne même sur un moustique qui pète. C'est même plus possible de faire ça parce que tu te prends la Ligue associative de protection des moustiques qui vient t'agresser. Donc lui, il parlait de tout, tu vois, il faisait des blagues dans tous les sens. Je pense qu'aujourd'hui, il se ferait le pauvre censuré ou pire, voilà. Collaboration avec le journal de Mickey, qui est encore actuel, je crois. Toujours, oui, ça fait 28 ans maintenant. Alors évidemment à l'époque j'étais jeune, mais maintenant tu te dis bon, c'est toujours lui qui fait les jeux vidéo dans Mickey? Oui, c'est toujours moi. Ça fait 28 ans. Écoute, c'est voilà, franchement ça me rapporte rien, mais c'est juste le principe de me dire j'ai toujours un pied dans les premiers boulots que j'ai faits qui m'ont rapporté de l'argent. Et puis j'adore m'adresser à la jeunesse, donc ça me permet de garder un petit lien, tu vois. Puisque Mickey reste aujourd'hui le leader de la presse enfant, même si la presse va très mal. Hein. Nous on est passé de hebdomadaire à bimensuel, on parlait 2 fois par mois maintenant, toutes les 2 semaines, parce que y a plus le même marché qu'avant. Ah, il faut savoir que Disney Channel est venu faire un reportage sur Mickey Parade. Il y avait un petit jeune qui traînait dans les couloirs. C'était moi à l'époque. Alex Good. Et le patron a vu les rushs et il a voulu te faire passer à l'antenne. Quoi. Exactement, c'est ça. Je faisais déjà des blagues pourries, hein, ça n'a jamais changé. Patrice Blanc-Foncard et Julien Borde, il s'appelait à l'époque, ont vu les rushs. On dit, vous avez déjà pensé à être animateur? Moi, je dis, non, jamais de la vie, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il dit, venez quand même. Ils m'ont fait faire un essai le lendemain et 1 semaine après, j'étais animateur. En direct, en plus, sur Disney Channel, tous les mercredis matins, Zapping Zone, tu vois, je sais, c'est comme ça, c'est les hasards de la vie, voilà. C'est juste que moi, je fais toujours des blagues, donc voilà. J'en ai fait là aussi et ça leur a plu manifestement. Et après, mine de rien, pas mal de mouvements, un petit passage chez Jet TV, c'est pas trop tôt sur M6, je crois.
Ouais, en fait, j'ai fait Jet TV. Après, j'ai fait un petit coup sur M6 le matin, mais très vite, parce qu'après, j'ai été débauché par Laurent pour aller sur France Télévisions avec Laurent Ruquier. Et puis finalement, ça a duré qu'un mois, parce que M6 m'a réembauché pour que je fasse la météo. Du Grand Journal. Alors, non, ça c'était Canal. Canal, c'était avant. J'étais sur Canal avant. En fait, il y a eu 2 concomitances, tu veux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu Disney Channel, en premier. Ensuite, M6 m'a vu, j'ai été faire le matin sur M6. Et puis là, j'ai sorti ma pièce, ça s'appelait Théâtrouille, et Canal m'a vu. Et Canal a voulu que je vienne faire la météo. Je suis venu faire la météo, mais après France 2 m'a fait venir chez Ruquier. Je suis venu chez Ruquier et M6 m'a repris pour que je fasse la météo. Et là, c'est là où ça a vraiment explosé, puisque d'un coup, j'ai fait la météo que tout le monde voulait regarder, avec mes vannes pour Ave, tous les jours. Et du coup, M6 m'a fait confiance et m'a mis sur plein d'émissions. Météo, c'est 2008-2012, mine de rien. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait pendant peut-être un petit peu plus que ça. Je pense que c'est 2006. Non, attends, 2008-2016. Non, t'as raison, c'est 2008. J'ai commencé en 2008. Putain, il sait mieux ma vie que moi, c'est atroce, ça me fait flipper ma race. Moi, je suis de la génération Gilles Pétré. D'accord. J'étais un peu jeune quand même. Après, il y a eu mes 2 petites préférées, Evelyne Delia et Catherine Laborde. Evelyne Catherine qui est toujours là, heureusement, elle va un peu mieux là, mais Evelyne qui est toujours là sur TF1. Evelyne, c'était pour la petite histoire. Moi, je mettais un point d'honneur à vraiment faire ce que je faisais, donc j'allais à Météo France le matin, et Evelyne aussi. Donc ça nous arrivait de nous croiser, on se respecte beaucoup avec Evelyne, voilà. Puis quand ta météo est arrivée, parce que pour moi la météo, voilà, c'est quelque chose que j'écoutais d'une oreille, je regardais vite fait les cartes, et je me souviens que tes jeux de mots, voilà, ça a attiré l'attention, quoi. Et je me souviens du premier jeu de mots que j'ai entendu de toi, Ouais. Il fera beau dans le Bordelais demi-écrémé. Ah oui. Magnifique. Peut-être, je sais plus, tu sais, j'en faisais tellement. Et ouais, parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose de très redondant cet exercice. Il faut en fait, c'était ça réinventer. l'histoire. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé, M6 m'a dit mais t'es taré, faut t'arrêter tout de suite, on veut pas. Et je dis bah d'accord, j'arrête. Parce que moi, si je dois faire un truc tous les jours, faut que je m'amuse en fait. Parce que toujours dire il pleut, il fait beau, c'est chiant, tu vois. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Et au début, ils ont hurlé en me demandant d'arrêter, puis ils ont commencé à recevoir les courriers des gens, parce qu'à l'époque, on recevait encore des courriers. Ils ont dit non, mais le mec est génial, faut le garder. Et du coup, ils m'ont dit bon non, finalement, fais ce que tu veux. Garde ton style bizarre, parce que ça a l'air de marcher. Et voilà. Mais après, c'était un boulot de malade mental, parce qu'évidemment, je voulais pas faire les mêmes vannes. Donc t'imagines, tu fais tous les jours des vannes sur tous les trucs que tu peux imaginer, le temps, le ciel, les villes, machin. Et j'ai fait ça pendant effectivement 4 ans non-stop. Donc au bout d'un moment, t'es là, tiens bon, alors une fois que j'ai fait tu vois, l'anticyclone, t'as un gros coup de pied au cul, Mulus. Une fois que t'as fait ça, faut trouver autre chose avec Cumulus. Vous avez un joli petit Cumulus. J'en sais rien. Enfin, tu vois, tous les jours, fallait trouver un truc. Voilà, le Cumulus des mandats. Enfin, j'en sais rien. J'étais là, je cherchais tous les jours des nouveaux trucs. Et tu vois, ça c'est qu'un nuage. Et puis après, t'as les Stratus. Enfin, il y en a plein. Voilà. C'était très drôle. Je m'amusais beaucoup. Et 2 choses qu'on veut pas t'enlever, c'est que tout ce que tu dis à la télé, c'est toi qui l'écris. Et surtout, tu ne te montres pas différent de ce que tu es dans la vie à la télévision. Non, je suis pareil. Je le vois là. Ah oui, non, je suis disant pareil. Je m'en fous. Je suis parti du principe que si tu veux, en fait, je déteste mourir avec les idées des autres. C'est-à-dire que je trouve que c'est stupide. Je préfère mourir avec mes propres idées. Et ça m'est arrivé 20 fois de me planter, plein de fois. Mais je préfère me planter moi et me dire putain, t'es planté, t'as pas compris ce que les gens voulaient. Tu vois, ou t'as pas compris ce truc. Et comme ça, je comprends mieux que si tu fais le truc, on te dit ah non mais faites ça, ce sera mieux et tout. Et puis tu le fais, puis ça marche pas et t'es pas content et tu sais pas pourquoi. Tu dis j'aurais dû faire un truc. Donc moi, je veux pas de regrets dans ma life. J'ai pas de regrets. Je sais pas ce que c'est que le mot regret. Justement à cause de ça, j'apprends. Ouais. Donc c'est pas un regret quand t'apprends. Tu t'es tollé, j'ai perdu tous mes sous 2 fois dans ma vie. J'ai fait interdit bancaire 2 fois. Mais voilà, c'est pas grave. Ça arrive. T'as pu imposer ta patte, si je puis dire, et maintenant on vient te chercher pour ça, quoi, limite. Oui. Après, t'as toujours des gens que ça fait peur, à qui ça fait peur, comme je suis un peu contre le fric, tu vois. Quand je fais un spectacle, je gère tout. Quand je fais une émission, je gère tout. Et donc, voilà, ça m'a valu parfois quelques inimitiés, évidemment. Incroyable talent, c'est là où ta carrière explose, en tout cas médiatiquement, en termes d'audience. C'est le truc le plus connu, ça cartonne. Ça dure 7 ans quand même, tu vois. Donc, je l'ai fait 7 ans. C'est un gros machin. Tu t'es régalé, non? Ah ouais, moi, j'adorais. C'était génial puisque j'étais au four et au moulin. C'est-à-dire que j'étais l'animateur, mais j'étais aussi détecteur de talent. Et les talents qui me plaisaient, je les mettais dans mes spectacles ou dans mes événements, tu vois. Donc, j'avais une double casquette qui est unique au monde. D'ailleurs, dans les autres pays, il n'y a pas ça. Et donc, j'adorais faire ça. Ouais, c'était très drôle. C'est génial. J'ai adoré cette émission. Moi, j'ai quelques contacts et on m'a dit que voilà, tu t'intéressais aux talents avant même de les dénicher. Tu regardais tous leurs démos, même sur des émissions comme Défi Cobaye, tu voulais comprendre les expériences vraiment pour bien... Ouais, toujours. En fait, le problème, c'est que j'aime pas... Encore une fois, c'est la même chose. Je préfère mourir avec mes idées et comprendre les trucs. T'as des gens... Mais c'est chacun sa méthode. Les animateurs, ils font rien, ils arrivent, on leur a fait leur texte. Voilà, je mets l'accent pour ça, justement. Ils disent leur texte et voilà. Mais moi, je peux pas. En fait, j'ai besoin de comprendre. Quand je faisais la météo, tu vois, j'ai fait 3 mois de stage à Météo France parce que je voulais être hyper calé, comprendre comment ça marchait le ciel, les nuages, la pression, tout ça, parce que j'aime bien comprendre. En fait, je déteste être dans l'inconnu. Ouais, tu vois, je regarde qui sont les candidats sur mes jeux, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, je regarde qu'est-ce qu'ils aiment, je regarde quand on fait des jeux, tu vois, de style 100 secondes de chrono, par exemple, où il y avait des défis à faire, j'essaye les défis moi
pour voir ce que les spectateurs les joueurs vont devoir faire, tu vois. Oui, j'ai ce truc-là de me dire, attends, je veux comprendre ce qui se passe avant d'y aller. Non, mais je tiens à le souligner parce que tu es vrai animateur et pas un lecteur, hein, finalement, ceux qui disent en prompteur par des textes écrits par d'autres. Oui, mais après, chacun son style, encore une fois, c'est pas une question de dénigrement, tu vois, il y a des gens qui sont très à l'aise là-dedans et tout, moi j'aime pas ça. Pareil, les prompteurs, ça me gonfle, tu vois. On en a, bien sûr, ça te fait un support, mais alors moi, s'il y en a bien qui dit pas les prompteurs, c'est moi. Alors, la rançon de la gloire, ou plutôt le revers de la médaille chez M6, c'est que ce métier de comédien, tu dois le mettre un petit peu au placard. Là, c'est là où tu te tournes véritablement dans l'écriture et la mise en scène, et t'en parlais, tu prenais des gens d'incroyable talent pour en faire des spectacles avec bien eux. Sûr. Je pense à des spectacles à Vegas, Twisted Vegas. Twisted Vegas, on avait Caustic qui était venu dans l'émission, qui maintenant continue sa carrière. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. Bravo à lui. On va se voir d'ailleurs dans pas très longtemps. Je l'ai pris pour un événement, tu vois. Je reste fidèle. C'est super. Il est venu à Vegas avec moi. T'imagines, lui, il est prof. Il a tout laissé tomber pour venir à Vegas. Il a fait une année sabbatique. Il est venu. C'était assez fou. Une expérience de dingue. Le meilleur exemple, c'est quand même Xavier Mortimer, qui était arrivé en finale. Il avait fini 7e de la finale, ce qui est pas génial, mais je lui avais dit, écoute, je pense que ta magie peut marcher à Las Vegas, parce qu'il avait une magie très particulière. Voilà. Et aujourd'hui, on se parle de 9 ans plus tard, 10 ans plus tard même. 10 ans plus tard, tu vois, là, on monte une tournée à Montréal à la fin de l'année, on va faire 15 jours à Montréal, on a gagné 15 prix du meilleur show de Las Vegas, et c'est le magicien aujourd'hui le plus suivi du monde. Il a plus de 30 millions de followers, et ses vidéos ont fait plus de 16 milliards de vues pour l'instant. Donc, tu vois, là, c'est un exemple pour le coup, là, on a bien réussi notre coup. C'est le coup le plus réussi, en fait, Xavier. Mais Twisted Vegas, ça a duré 3 mois, mais tu jouais quand même tous les jours. Je jouais tous les jours sur la scène d'Elvis Presley à Las Vegas, dans la loge d'Elvis Presley à Las Vegas. Qui n'est pas sur le strip, je crois. Non, ça a été le problème, parce que le show a été super bien reçu, mais en fait, il n'était pas dans les bons casinos. On a eu les meilleures critiques pour un nouveau show depuis 10 ans, mais il n'a pas marché. Donc, c'est un gros four financier. Moi, j'ai perdu tout ce que j'avais, la maison hypothéquée, enfin, t'imagines l'enfer. Mais encore une fois, pas de regret, puisque ça a permis 2 choses. 1, ça a permis de faire connaître à Las Vegas, vraiment, où les gens disaient, mais qui est ce Français débile qui se prend pour Madonna? Après, ils ont vu, donc ils ont dit, il est cool finalement. Et du coup, j'ai pu faire Xavier grâce à ça. Et surtout, j'ai fait Ménopause grâce à ça, puisque des producteurs étaient dans la salle. Ils ont adoré le show. Ils m'ont dit, mais c'est génial, on aimerait que vous fassiez notre plus gros succès en France. Je me dis, génial, mais qu'est-ce que c'est? Et là, ils me disent Ménopause. Je dis, pardon? Je suis pas sûr qu'on m'attende là-dessus. Bon, on a bien fait de le faire. Écoute, je te propose d'en parler. Tu l'as dit, ok, mais il faut que je le réadapte, quoi. Ils ont insisté. Au début, je leur ai dit, écoutez, je suis quand même un homosexuel très connu. Je suis pas sûr qu'en France, on m'attende sur la ménopause. Et ils m'ont dit, mais venez voir le spectacle. Et je suis allé voir leur spectacle qui joue depuis 20 ans à Las Vegas maintenant, qui cartonne, mais qui est infaisable chez nous. C'est des blagues. Il n'y a pas d'histoire. C'est très premier degré, tu vois. Mais pour les Américains, et l'humour américain, c'est parfait. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même humour que nous. Mais je leur dis, ça marchera jamais en France. Donc, je veux pas le faire. Ils me disent, mais si, ça peut marcher. Je dis, oui, ça peut marcher, mais la seule solution, c'est que vous me laissez tout refaire. Les décors, les costumes, l'histoire. Je garde que le concept. C'est Katana qui se connaissent pas, qui se retrouvent au Galeries Lafayette. C'est Bloomingdale aux États-Unis. Ils m'ont dit, on peut pas, on n'a pas les droits du texte. Et ils me rappellent 3 mois après en me disant, on a arraché les droits du texte quelques millions, donc maintenant tu peux le faire. Et je me sentis investi une mission et je me dis, ok, d'accord, on y va, quoi. Et on est parti. Et tu l'as dit dans des interviews, c'est le plus gros succès de ta vie. En termes alors Xavier est un énorme succès, hein, évidemment. Mais oui, c'est un succès de critique déjà énorme. Ménopause, tu regardes la critique, c'est du délire cosmique. Même Télérama, qui sort la semaine prochaine, nous a mis doté, tu vois. Donc alors qu'ils n'avaient pas aimé au début. Puis on leur a dit, mais vous êtes sûr? Parce que là, c'est quand même bizarre, tout le monde nous encense sauf vous, quoi. Et en fait, ils étaient venus à la toute première il y a 5 ans. Donc voilà, donc là, ils sont revenus il y a 2 semaines et ils nous ont mis doté. Ça sort la semaine prochaine, la critique Télérama. Mais même Télérama nous aime, tu vois, c'est pour te dire. Même elle, qui voulait pas venir au début, est venue, nous a fait une super critique, ils ont adoré. Donc c'est vraiment un spectacle universel qui plaît à tout le monde, les hommes, les femmes. Déjà, toutes les femmes passent par la ménopause. Tu vois, c'est toutes les femmes. Donc ça touche tout le monde, en fait. Ta maman, ta copine, tu découvres un peu tout ça. Et surtout, tu ressors de là, les filles sont tellement heureuses quand elles ressortent. C'est la raison du succès, tu vois. Il y a 50% des gens après qui reviennent. Ce qui est monstrueux pour un site ça n'existe pas. Ouais, ils veulent le c'est faire une statistique hallucinante. Vie. Exactement. Soit c'est le mari Vachard qui achète une place et la femme revient avec ses copines. Soit c'est la sortie entre copines et du coup elle ramène le mari ou la fille, tu vois. Donc c'est un vrai truc de fou. Tu vois, là on a prolongé jusqu'à fin décembre au Grand Point Virgule à Paris. Et puis on va sûrement continuer après. Tu parlais de maman, il paraît qu'il y a des répliques de la tienne dedans. Oui, bien sûr, parce que j'ai demandé à tout le monde. On a fait une petite enquête auprès de 50 femmes, dont ma maman. Et il y a effectivement une réplique de ma maman, 2 ou 3 même d'ailleurs de ma mère, qui sont dans le spectacle. Dominique Magloire aussi au casting. Oui, Dominique Magloire qui a fait The Voice 2 fois, la All Star et la 2e saison je crois, ou la première, qui est au casting. Elle est en alternance avec Isabelle Ferron et Marion Posta, Marianne Vigues et Patricia Samuel. Et puis maintenant on a des petites nouvelles qui vont arriver pour les remplacer de temps en temps quand elles veulent se reposer, dont
par exemple, Karine Anton qui commence là dans le spectacle pour remplacer Marion. Karine, elle a fait Turn Around avec Bonnie Tyler il y a des années. Et maintenant, elle chante pas Turn Around, mais d'autres choses dans le spectacle. Puis tu t'es occupé de pas mal d'autres artistes, Anne Bernex, l'humoriste Adrien, Sophie Delstein. Et chaque fois, tu bosses vraiment leur projet. Je me souviens que pour Adrien, il y avait une application pour le spectacle. Oui, c'était le concept qu'on est en train d'adapter d'ailleurs pour d'autres artistes maintenant. Parce que tu cherches toujours le petit truc qui fait la différence. Aujourd'hui, si tu veux, on est quand même dans un... Surtout depuis le Covid, c'est encore plus vrai depuis le Covid. Les gens sont devenus très averses au risque et qu'ils ont beaucoup de propositions sur leur soirée. Tu vois, ils peuvent regarder Netflix, Amazon, Disney, ils peuvent regarder TF1, France 2, les 24 chaînes de TNT, M6, tout ce que tu veux. Ils peuvent aller dîner entre amis, ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Donc, quand tu les amènes au théâtre, maintenant, il faut que tu aies une vraie proposition forte. C'est-à-dire que soit il faut qu'il y ait des stars, et sinon, il faut vraiment que tu trouves un concept très fort parce que les gens ne veulent plus dépenser 20 balles ou 30 balles pour aller voir un truc qu'ils connaissent pas. Il n'y a plus cette notion de tiens, on va essayer quelque chose. Parce que tu n'as plus envie d'essayer, tu sais qu'à la maison, tu as des trucs géniaux. Donc ça te force sans arrêt, toi, c'est pas grave, tu vois, il faut vivre avec son temps, mais ça te force à te bouger la tête pour trouver des bons concepts et des bonnes idées. À propos de concepts et de bonnes idées, et vu qu'on parlait des États-Unis, les concepts qu'on a essayé d'importer en France, je pense au Late Show, on n'y arrive pas, on ne sait pas le faire. Et toi, je crois que c'est un de tes petits rêves. Même quand Alain Chabat le fait, ça marche pas. Alors si Alain Chabat y arrive pas, tu te dis pas moi Alex Good je vais y arriver, tu vois. Je pense que c'est juste qu'on n'est pas dans le même moule, et les late shows chez eux sont pas si light que ça en plus, tu vois. Leur prime time eux c'est 7h, 8h, donc c'est pas du tout les mêmes horaires que nous. Si même Chabat y arrive pas, ça va pas du tout marcher. Mais pour moi c'est un problème presque de snobisme des invités, on peut pas leur faire n'importe quoi. Ah bah t'as ça aussi, t'as ça aussi, c'est qu'aujourd'hui t'as cette presse qui vont dire non mais surtout ne fais pas ça, et donc tout le monde devient lisse à mourir et tu te fais chier, et donc ça marche pas avec les Américains qui jouent le jeu. C'est sûr que tu as Tom Cruise ou Tom Holland danser sur des trucs débiles, nous ils feraient jamais ça. Mais parce que maintenant tout le monde est sclérosé, tout le monde a peur de tout, ce qui est horrible quoi, tu vois. Petit truc que t'as fait aussi, puisqu'on parlait des États-Unis, c'est un doublage du film Hôtel Transylvanie. Ah, j'ai vu plusieurs doublages films, mais Hôtel Transylvanie 1 et 2, c'est moi qui fais la voix du héros, Jonathan. Héros qui est doublé aux États-Unis par l'excellent Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine. Ça a dû te faire marrer cet exercice. C'est très rigolo, je l'ai fait plein de fois, je l'ai fait aussi pour d'autres dessins animés si tu veux. C'est assez drôle. Après M6, tu as pu revenir sur les planches de théâtre en France. Ouais. Après 15 ans finalement, mine de rien, c'était passé. Oui, le temps passe, le temps passe comme dirait Ménopause. Mais... Avec la confusion des genres et puis plus tard, Cache-moi si tu peux. Même si tu avais joué avec Twisted Vegas par exemple aux États-Unis entre-temps, c'était particulier non de remonter sur scène en France. Oui, surtout la confusion des genres finalement on l'a jamais fait, on l'a fait qu'en lecture, mais Cache-moi si tu peux, ça a été une grosse tournée. Et là je vais revenir aussi au théâtre l'année prochaine avec un pote à moi qui va faire ses premiers pas sur les planches, qui s'appelle Laurent Mestré. Personne ne le sait ça, tu vois, donc tu es une exclue mondiale aujourd'hui. Voilà, Laurent Mestré qui va arriver au théâtre avec moi, on va s'amuser avec d'autres collègues dont Séverine Ferrer. Alors, on va bien s'amuser. Et puis oui, c'était amusant parce que j'avais fait Vegas, la scène d'Elvis Presley, et d'un coup ils se retrouvent à jouer à Dunkerque. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est génial, tu vois. Moi j'adore aller les gens en fait. J'aime bien être au contact des gens, j'aime bien sentir. J'adore la scène parce que tu sens si ce que tu fais marche ou pas tout de suite, tu vois. Tu vois, quand je suis à Ménopause et que je vois une de mes vannes qui marche, je suis trop content. Quand je vois les gens qui pleurent, parce qu'on pleure aussi à Ménopause, je suis trop content aussi parce que ça y est, j'ai réussi à les toucher, tu vois. Donc ouais, cette satisfaction-là du public, elle est immédiate, que t'as pas ça en télé du tout. Tu vois, là j'ai fait des séries, Camping Paradis, Astrid et Raphaël qui arrivent. En fait, tu tournes mais tu te rends pas compte de l'impact. Tu vois, et puis tu sais pas quelle prise va être prise au montage. Donc t'es moins waouh, t'as moins de contrôle qu'au théâtre. Pendant le Covid, l'animateur rigolo que tu es devenu l'animateur rigolo intelligent avec la marque Lumni et toutes ses dérivés. Bon, t'as pas trop pu jouer du coup à la console pendant le Covid, mais c'était... non, j'ai pas joué, je bossais 20 heures par jour pour ça. C'était une expérience géniale. Oui, c'est génial. Je t'avoue que je pensais que je serais tranquille après pour 10 ans en télé. Pas du tout. Mais parce que j'ai tellement bossé que je me suis dit, bon, bah là, ils vont se dire, à un moment donné, on va quand même leur remercier, Pépère. Mais parce que je faisais quand même 9h30 d'antenne par jour. Je bossais 20 heures par jour parce que dès qu'on avait fini l'émission, il fallait que j'écrive ça du lendemain avec les équipes. Avec Média TV, Cédric Lèche, avec Frédéric Lacroix de France Télé. On a bossé comme des fous. Voilà. Après, ils ont essayé d'arrêter dès qu'il n'y avait plus le Covid, ce que je trouvais un peu dommage personnellement. Mais après, c'est la vie de la télé, tu vois, et c'est comme ça. Et t'as essayé de perpétuer ça? Oui, après, je l'ai fait sur Internet, le goût du savoir. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pareil. C'est que tu t'aperçois d'un coup parce que nous, on faisait ça bénévolement, tu vois, avec tous les profs. Mais en fait, ça tient pas. Tu peux pas tous les week-ends te dire, je bousille mon week-end pour faire ça, si on n'a pas d'argent. Et on a essayé d'avoir de l'argent du ministère de l'Éducation nationale, de marques, tout ça, et puis on n'est pas arrivé. Donc au bout d'un moment, j'ai dit au prof, écoutez, on fera d'autres choses ensemble, on se connaît tous, on s'adore, on va avancer, je vais trouver des solutions, et puis voilà. Travailler avec des enfants, c'est quelque chose qui te plaît, non? Ah oui, j'adore ça. J'adore côté ça. Spontané, je trouve que ça matche bien avec ton caractère. Non, mais j'adore ça, et puis surtout, j'ai l'impression, moi, d'être un enfant, en fait. J'ai raté une step, je suis comme Michael Jackson. J'ai un petit syndrome Peter Panesque, qui fait que, ouais, j'aime pas trop grandir, tout ça, et j'aime bien garder cette stade d'enfant, surtout, m'émerveiller de tout. Voilà, bien sûr, je suis un adulte, et j'ai plein de responsabilités, plein de problèmes qui vont avec. Mais voilà, quand je suis avec les enfants, je pense pas, tu vois.
Je reviens vite fait à la comédie, une fiction comme Camping Paradis. Finalement, c'est le seul endroit où tu peux pas vraiment être toi-même. Ah non, bah là, quand tu joues à la comédie, t'es pas toi-même. Mais c'est amusant, c'est un autre exercice, tu vois. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les 2 séries que j'ai faites pour l'instant, bah, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Mais je peux pas le dire. Mais tu vois, sur Camping Paradis, je joue un mec hétéro, dépressif, qui a perdu sa femme, ses enfants et son père. Alors, il a pas perdu physiquement, sa femme et son enfant, mais ils sont barrés, son père est décédé, et il découvre que son meilleur ami se tape sa mère, donc celui-là, à un moment donné, quand même, le mec est au fond du trou, ce qui me ressemble pas tellement, moi. Et puis dans Astrid et Raphaël, tu verras, je dévoile pas, mais enfin, je fais encore pire. C'est amusant, parce que c'est très loin de toi et tout ça, mais du coup, moi, je suis pas rassuré, parce que moi, je me dis que les gens, quand ils me regardent, c'est pour que je les fasse rire, tu vois. Bon, là, je les fais pas rire du tout. Mais quoi qu'ils ont gardé les blagues au montage dans Camping Paradis, mais j'ai fait des blagues d'impro, ils les ont gardées. Donc du coup, c'est pas trop le perso, mais c'est pas grave, ça fait au moins des vannes. Et je parlais d'Hôtel Transylvanie. On sait quand c'est un doublage d'un film américain, voilà, c'est très strict, mais t'as réussi à imposer un jeu de mots, il paraît. J'en ai imposé quelques-uns, oui, bah. Le conte Dracula. Le On conte va lui Dracula. faire son compte Dracula. Oui, exactement. Ouais, ça y était pas. On va lui régler son compte. Mais pareil, j'ai mis Las Vegas dedans aussi. T'as Las Vegas dans Océanie. Mais par contre, le truc qu'ils ont gardé que je voulais pas qu'ils gardent, c'est la chanson de la fin. Où je sais pas chanter, moi, donc je chante hyper mal, mais ils ont gardé en disant c'est tellement drôle. Alors qu'ils devaient mettre un chanteur à la base, mais finalement, ils m'ont gardé. Bref, quel que soit ton projet, on a l'impression que dès qu'il y a de l'interaction, tu peux amener ta patte. C'est OK, sinon tu dis non tout de suite. Exactement. En fait, je fais les trucs que si je peux m'amuser. Si j'ai le sentiment que je peux m'amuser, je vais le dire oui. Tu vois, parfois, j'ai fait des émissions juste en me disant, bon, sur le papier, ça me fait pas rêver, mais en fait, comme je peux m'amuser, je vais le faire. Et j'ai dit non à des émissions, de la télé-réalité, par exemple, tout ça, parce que je me disais, ben non, mais en fait, je vais pas m'amuser parce qu'il faut être dans un personnage, il faut être dans un calcul, dans un machin, ça me gonfle. On a dû te proposer ça 50 fois, non? Oui, mais après, bah, non. Mais ça dépend, tu vois, il y en a où, si je savais chanter, je ferais The Voice avec plaisir, tu vois. Je voulais te parler de ta casquette d'entrepreneur. Ouais. Ben là, c'est l'Alex Gourde d'ailleurs. L'Alex Gourde, alexgourde.fr, dans les magasins Passage du Désir aussi, et dans les magasins Micromania et sur micromania.fr, et sur passagedu-désir.fr d'ailleurs, et d'autres collaborations peut-être qui arrivent bientôt. C'est sur l'idée de Sarah Mortensen. J'étais en vacances l'année dernière avec elle, et je la voyais acheter des gourdes, et elle me dit, mais toi, t'as pas de gourde, tu dois avoir une gourde. Je dis, c'est ça, je vais avoir l'Alex Gourde. Et elle me regarde, elle dit, mais c'est génial. Je dis, non, c'est une vanne, Sarah. Elle me dit, non, mais je pense que ça peut marcher. Et du coup, je me suis dit, ok, bon alors attends, je vais réfléchir. Et puis comme toujours, le but c'est d'amener le projet au bout, parce que tu peux toujours te dire c'est une bonne idée, si tu le fais pas, après t'as des regrets ou pas de regrets. Là on va voir si ça se vend, c'est peut-être pas une très bonne idée. Tout le monde les trouve magnifiques, alors après au moins, elles sont belles, hein. T'as vu le toucher en gomme, alors vous vous rendez pas compte à la radio, en podcast, mais le toucher est très bien. Il y aura des photos et j'essaierai d'en faire gagner. Voilà, il y aura des photos. Puis éco-responsable, bien sûr, emballage recyclable. L'emballage, évidemment, l'emballage recyclable et tout ça, mais de fait, une gourde est éco-responsable, parce que ça t'évite d'acheter 124 bouteilles en plastique. Alors on a une première collection, il y a 6 modèles différents. Moi, j'ai la chance d'avoir les gourdes et les couleurs. Voilà, t'as la gourde pour tous. La gourde engagée. La gourde LGBTQIA+. Il y a quoi? Il y a la gourdasse, j'ai vu la métal gourde. La gourdasse, c'est le best-seller, celle qui marche le mieux. Pour l'instant, la Metal Gourde, évidemment, marche chez Micromania parce que c'est un jeu qui s'appelle Metal Gear qu'on a détourné. Voilà, après, ta ma gourde est plus grosse que la tienne. La Gourdin et la Oh My Gourde, voilà. Bah, ma gourde est plus grosse que la tienne, j'ai vu la pub, spot, ouais, avec Alexis, ouais, Alexis Loison. Ouais. Un de tes grands potes, je crois. Oui, c'est un de mes grands amis, Alexis, c'est un génie de tout d'ailleurs. Il est très fort en tout et voilà. Il a accepté de faire ça, on a bien rigolé. Et t'as même fait des pubs avec Sarah Mortensen dont on parlait et ton fils même. Ah ouais, dans la Oh My Gourde, dans la pub Oh My Gourde, il y a Sarah Mortensen, il y a mon fils et il y a ma maman qui est dedans aussi, qui joue une des bonnes sœurs. Elle est partout dans tes projets. Bah, mais tu sais, ta maman, tu vois, tu la mets partout, tu l'aimes ta maman, donc. Et dans les Micromania, du coup, on la trouve sur internet, Passage du Désir. Ouais. Passagedu-désir.fr, micromania.fr et alexgourde.fr. Et qui dit première collection, dit deuxième, t'as déjà les. On a déjà les 6 suivantes qui sont déjà prêtes. Après, on va attendre de voir comment celle-là marche, parce que c'est, mine de rien, beaucoup d'investissements. Tu sais, notamment, tous les tests sanitaires, ça a coûté plusieurs milliers, voire plus d'une dizaine de milliers d'euros de faire tous les tests pour être sûr qu'elles soient sanitairement viables, tu vois, pour que tout le monde puisse boire dedans tranquille, parce que je voulais absolument que ce soit nickel chrome. Donc voilà, c'est un gros investissement. Donc soit ça marche et on continue, soit ça marche pas et on arrête, mais au moins on se sera amusé un peu. Et c'est un petit peu tôt là, mais t'as déjà croisé des gens avec? Oui, écoute, exactement. Ça m'est déjà arrivé, c'est sorti il y a une semaine, hein, mais ça m'est déjà arrivé de croiser une dame et qui m'a dit, ah, mais je vous ai acheté une gourde. Elle avait sa gourde sur elle. Elle me dit, regardez, elle avait mis sur sa ceinture, elle a fait un système très ingénieux. Elle avait la Oh My Gourde. Et ça, c'est un projet que tu fais avec ta boîte, avec tes différentes boîtes perso? Ouais, avec une boîte perso, ma boîte à moi, avec Nicolas Landrieux, qui est le designer qui les a dessinés avec moi. Et puis on s'est amusé ensemble, voilà. Et tu continues les événements en entreprise? Toujours, ouais, bien sûr, j'en fais plein. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà assisté à des événements, et je me suis rendu compte qu'après que c'était toi, à Cité de l'Espace une fois, Cité de l'Espace, Cité du Cinéma, pardon. Oui, mais j'en fais beaucoup. Tu sais, même moi, je sais même plus combien j'en fais. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est un boulot de titan à chaque fois, donc j'en fais en général un par mois. Et t'as des équipes? Non, j'avais avant j'avais une boîte avec plein d'employés, et puis j'ai tout arrêté, c'est trop compliqué, et puis maintenant je gère tout moi-même. C'est plus simple.
À propos des projets, alors j'ai lu quelques interviews plus ou moins récentes. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ou pas. Donc tu vas me dire. Vas-y. Apparemment, tu as un film de super-héros écrit depuis des années, mais oui, trop compliqué à ça, adapter. c'est impossible à monter. Donc non, ça, on n'arrivera pas à le monter. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Mais il est super le film, hein, mais on ne le fera pas. Après, j'avais noté un premier film en tant que réalisateur avec, je cite, la première et sûrement dernière chanson de ta carrière. Non, mais ça, on verra. Mais il y a effectivement un film qui est en préparation pour le coup, qu'on essaie de monter en ce moment. Et ça avance pas mal, ça, donc on va voir. Et puis, dernière chose, créer un nouveau show aux États-Unis avec pour thème la France et beaucoup d'artistes français. Oui, c'est vrai, c'est toujours un projet en cours. Le problème, c'est que le show coûte 8 millions d'euros. Pour te résumer le coup, donc aujourd'hui, pour convaincre des gens de mettre 8 millions dans un spectacle où t'es pas du tout sûr que ça va marcher, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est un vrai défi. Donc écoute, je continue à cogiter là-dessus, on va voir. Voilà. Là, je suis très focus sur Ménopause parce que je veux vraiment que Ménopause prenne des rails et s'envole pour 10 ans, tu vois, ce qui est le chemin que ça prend. Donc ça, c'est cool, on est très content. Et puis je vais revenir au théâtre l'année prochaine. Ce que je te dis, c'est un projet que t'as pas là, mais voilà, je reviens avec mon ami Laurent qui va venir pour la première fois au théâtre et du coup, je l'accompagne parce que voilà, ça va l'aider un peu. Donc Ménopause. Théâtre Grand Point Virgule. C'est au Grand Point Virgule à Paris, du jeudi au dimanche à 19h. En gros. Là, vous y êtes pour... Pour l'instant, jusqu'à 31 décembre. On verra après si on reste là ou si on change de théâtre. Mais en tout cas, je pense qu'on va rester là parce qu'on aime beaucoup être là. Et il faut aussi qu'ils puissent nous avoir parce que parfois les théâtres ont pris des salles à l'avance. Visiblement, c'est un combat, ça. On s'organise. Ouais. Après, là, quand t'as un truc qui marche, tout le monde a envie de t'avoir. Donc, c'est pas très problématique. Alex, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. On l'a compris, en termes de pop culture... T'es bien présent, t'aimes ça. Je voulais savoir si t'avais des recos pour moi sur la Switch, PS5. Là, bien sûr, des recos, j'en ai plein, mais il faut que t'attendes la Switch 2. Alors après, si t'as pas la Switch, là, il y a quand même le Zelda qui sort, qui est super, qui est vraiment très très bien. Mais bon, la Switch 2 arrive et ça va vraiment être super parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont déjà finis en fait. Le nouveau Mario Kart, voilà, des trucs comme ça qui vont arriver dès le day one quasiment de la console, donc qui sera dans pas très longtemps. Parce que là, j'ai le Ring Fit pour le moment. Le Ring Fit, c'est pas, voilà, c'était rigolo, hein, mais bon, c'est pour faire du sport pour les gens qui savent pas devant la télé. C'est pas le truc le plus fou, mais bon, la Switch arrive bientôt. Là, t'as la PS5 Pro qui va être annoncée, qui sort à la fin de l'année. Très cher, hein, 800 €, c'est quand même très cher, mais bon, qui te permet d'avoir les jeux avec une qualité d'image de dingo. Et il y a quand même beaucoup de bons jeux qui sortent. Hein. Là, franchement, c'est chouette. Il y a plein de petits sleeper hits qui arrivent aussi, des trucs qu'on n'attend pas forcément. Par exemple, Bernard Werber a fait un jeu sur Fourmise. Et Fourmise va sortir là. Et j'ai joué au jeu. Il est vraiment génial. C'est complètement inattendu. C'est un jeu stratégie et tout. Tu contrôles ta colonie de fourmis. Mais voilà, ça, c'est un exemple très bien. Il sort sur PS5 et sur Xbox. Il va être super. T'as le Star Wars que moi j'ai bien aimé à Outlaws. Il y a Astrobot sur PS5 qui est génialissime, qui est vraiment très très bien. Le Call of Duty va être super. Cette année, il est très bien meilleur que l'année dernière. Donc ça c'est chouette, tu vois. Et puis il y a évidemment le Zelda sur Switch qui est fabuleux. Je suis en train d'y jouer. Il est vraiment génial. Mais voilà, c'est vraiment une année avec pas mal de gros jeux. Il y a le nouveau Assassin qui se passe au Japon. Moi j'adore le monde des ninjas et tout ça. Donc ça sort aussi en novembre. Ça va être super. Franchement, non, il y a c'est une bonne grosse fin d'année de jeux vidéo. Et si t'es fan de super-héros, il y a Agatha qui arrive là sur Disney+, qui vraiment va être super. Normalement, c'est la suite de WandaVision. Et ça va être très très bien aussi. Je sais pas si t'as vu Deadpool et Wolverine, tu l'as vu, non? Non, j'avoue que Marvel, après Endgame... en fait, c'est leur erreur. C'est avoir appelé un truc Endgame qui te dit la fin du game, tu te dis c'est la fin du game. Est-ce que j'ai envie de continuer après? C'est ça qui a été un peu. Il faut voir les séries maintenant, il y en a une par an. Là maintenant ils diminuent là, ils ont beaucoup diminué parce que justement les gens n'arrivaient plus à suivre. Mais non, Deadpool et Wolverine est génial, j'ai vu 3 fois moi. Mais voilà. Le seul truc que j'arrive à suivre encore, c'est les Star Wars parce que j'adore ça, mais quand il faut avoir les Boba Fett pour comprendre Mandalorian, Star Wars, faut que tu joues à Outlaws. Hein. Franchement, il a pas le succès qu'il mérite ce jeu, il est très bien. La PS5, Xbox, voilà. Je crois que c'est toi qui avais parlé dans une interview de la série Upload. Ouais. Et je l'avais maté, j'avais adoré. Je te remercie pour ce conseil. Non, Upload c'est très chouette, mais c'est pareil, c'est un peu anonyme Upload. Personne connaît, mais c'est très très bien. Non, mais là t'as plein de bonnes séries sur Netflix en ce moment, c'est la folie. Hein. Les Anneaux de pouvoir là sur Prime, j'ai fait exprès de parler de cette série, je voulais pas juste balancer mon avis, mais il paraît que tu es dans les crédits du Seigneur des Anneaux. Oui, je suis dans les crédits du Seigneur des Anneaux. Et du DVD. Dans le Retour du Roi version longue, pour tout te dire. Parce qu'à l'époque, Peter Jackson avait remercié les 1000 plus grands fans français, parce qu'on avait soutenu le projet du film et tout ça, et donc t'as mon nom, mais c'est mon vrai nom. Il y a marqué Alexandre Goudot dit la Goude, parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune. Quelques autres petites questions. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable. Pas du tout. Non, je me lève dès que le réveil qui sonne, je me lève. Je prends pas de petit-déj, moi. Donc, tu vois, c'est brossage de dents et douche tout de suite pour être au top, et puis après, je bosse. Est-ce que tu as une peur irrationnelle? Non. J'ai peur de rien. J'ai pas peur de la mort, c'est peut-être pour ça que je suis pas très croyant ou très religieux, mais voilà, c'est la vie, quoi, en fait. Donc, on avance, voilà.
3 dernières questions. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un que tu avais à me recommander, une personnalité que tu connais ou que tu connais pas d'ailleurs, pour que je puisse inviter dans mon émission et qu'on fasse le même exercice ensemble, sans travaux, je l'espère. Bah, il y en a plein. Je pourrais te conseiller Sarah Mortensen, la formidable Sarah Mortensen, exceptionnelle, que je connais. Alexis, que tu peux faire venir peut-être pour que les gens découvrent un peu tout ce qu'il fait, Alexis Loison. Voilà, puis j'ai plein d'amis qui seraient super. Gwendal Marimotou, Lola Dubini, elle serait top en. Lola Dubini, je l'ai eu. C'était une de mes premières invitées d'ailleurs, je la remercie. Voilà. Des gens comme ça, tu vois. Et Gwendal Marimotou, très admiratif de son parcours, et il fait beaucoup de choses depuis des années maintenant. Il se bat aussi, tu sais. Mais c'est un métier qui est très difficile. Franchement, encore une fois, le plus dur, c'est de durer. C'est facile de faire un tube, un coup d'éclat, un spectacle qui marche. Voilà. Mais tu fais quoi dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 10 ans, enfin 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça qui est dur. Et voilà, et Gwendal, Alexis sont des gens qui durent, tu vois, qui se bougent, qui font plein de choses. Alexis produit maintenant aussi. Voilà, faut se bagarrer. Je voulais savoir s'il y a, question peut-être la plus philosophique, s'il y a quelqu'un dans ta carrière à qui tu aimerais dire pardon. Alors non. Non, encore une fois, tu vois, j'ai pas de regrets, j'ai pas l'impression d'avoir été méchant avec personne. T'as pas joué des coups Bah non, pas du tout, c'est pas du tout mon genre, tu me connais, donc non. Et pour terminer, je voulais savoir si à l'instant T, fort de ta carrière qu'on a déroulée en un peu moins d'1 heure, si à l'instant T, tu avais atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle ou non? Bah non, pas du tout. Bah non, mais ça c'est impossible, tu peux pas dans mon métier. C'est le problème, les gens savent pas, tu vois, quand je dis aux gens je prends pas de vacances, les gens me regardent avec des yeux, mais comment ça, tu prends pas de vacances? Ben non, en fait, je peux pas en prendre. Parce que je suis tout le temps obligé de penser à ce que je fais. Dès que je vois quelque chose, ça me donne une idée. Enfin, tu sais, j'ai des problèmes de cerveau. Moi, j'ai mon cerveau qui turbine à fond la caisse 24/24. J'ai pas de quiétude, surtout depuis que j'ai un enfant. Où là, pour le coup, tu dis merde, faut quand même que je rende des sous, faut que je m'occupe de lui, tu vois, et tout. Donc j'ai zéro quiétude, mais c'est ce métier en même temps. Tu vois, sinon, j'aurais pris un boulot dans un bureau. Et encore aujourd'hui, vu l'état du monde, l'économie, je suis même pas sûr qu'il y ait un mec dans un bureau aujourd'hui qui dise, oh, c'est bon, je suis safe, je suis tranquille. Tu sais jamais. Ta boîte, elle peut essayer de te virer toutes les 4 secondes. Enfin, tout est dur partout. Voilà. C'est une des constantes de notre époque. Tu vois, c'est pas, nos parents, ils ont pas connu ça. Tu vois, ils avaient les 30 glorieuses, l'explosion économique, tout ce que tu veux, tout ça. Mais nous, je trouve que pour toute la jeunesse, tu vois, avec l'IA qui arrive en plus, qui va encore révolutionner des milliards de trucs. C'est très difficile d'être en état de quiétude et je pense que c'est un des mâles du siècle quelque part, qui est en plus accentué par les réseaux sociaux où tu vois les autres. T'as l'impression qu'ils sont dans la quiétude totale parce qu'ils sont tout le temps en photo aux Bahamas. Mais en fait, eux aussi, leur vie, elle est pourrie. Donc t'es dans un truc où comme ça, aujourd'hui, c'est un peu le mal du siècle. Je trouve que c'est très difficile. Je vois pas qui va me dire, non, mais je suis hyper serein. J'ai aucun problème. Mon boulot, c'est sûr, ça va durer toute ma vie. Tu vois, non, en fait, personne. Donc, faut vivre avec. Et je trouve que c'est ça le truc qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui, c'est de se dire, attends, mais c'est normal d'avoir cette petite dose de stress. C'est normal de se dire, attends, qu'est-ce qu'on fait après? Regarde, toi, c'est pareil. T'étais à la radio, maintenant tu fais tes podcasts, tu vas te demander ce que tu vas faire demain. C'est comme ça, mais c'est pas... Il faut l'accepter, quoi. C'est comme tous les gens disent c'était mieux avant. Bah oui, mais tu peux répéter que c'est mieux avant toute ta vie. Si tu changes pas, effectivement, ça va vraiment être mieux avant parce que tu vas t'écraser, quoi. Voilà, il faut changer, bouger, être souple, agile, comme te diraient les entreprises. Mais voilà. Merci beaucoup, Alex. C'est tout. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, ouais. Salut. Pour Ménopause que je viendrai voir. Quand tu veux, t'amènes des copines, des amis. Si tu veux. Les garçons prennent cher, mais ils sont contents aussi à la sortie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alex Good. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.